Bonjour, bienvenue tout le monde à la formation sur les décisions récentes en matière de responsabilité professionnelle. Donc, nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Mon nom, c'est Nathalie Bouchard. Je suis avocate et agente de projet à la GEFO. Donc, nous sommes contents de vous voir ici présents en si grand nombre. La GEFO est ravie d'offrir des formations à distance en français durant la crise sanitaire. Puis, ces formations ici vous permettent de vous rejoindre partout en province, étant donné que c'est à distance. Donc, je vous rappelle que la formation d'aujourd'hui est accréditée par le barreau de l'Ontario pour 1 heure de professionnalisme. Avant de débuter, j'aimerais souligner quelques points d'intendance. Donc, premièrement, nous sommes en mode réunion Zoom aujourd'hui. Donc, on va vous demander de, s'il vous plaît, garder votre microphone en sourdine pour éviter les distractions pour les panélistes et pour éviter aussi les bruits environnementaux. Donc, vous avez soit le choix de cliquer sur Gallery View, aperçu Galerie, ou Speaker View, aperçu Intervenant, en haut à droite de votre écran. Si vous choisissez aperçu Galerie, vous allez voir tous les formateurs et tous les participants en même temps. Si vous choisissez aperçu Intervenant, vous allez avoir une petite galerie en haut de votre écran et ensuite la personne qui parle va être dans un gros écran en dessous de cette galerie. Donc, on va avoir une période de questions à la fin de la formation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les écrire dans le chat et vos questions seront transmises aux conférenciers par la modératrice si le temps le permet à la fin de la formation. Je vous rappelle que nous offrons gratuitement cette formation aux membres de la GEFO. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas déjà membres, on vous encourage à devenir membre en visitant notre site web agfo.ca. Je vais maintenant laisser la parole à notre modératrice, Maître Louise Hurtaud, avocate à la discipline au barreau de l'Ontario et présidente du comité de formation professionnelle de la GEFO. Merci Nathalie pour tes mots de bienvenue. Nous sommes réellement choyés ce matin d'avoir avec nous 2 conférenciers chevronnés qui présenteront quelques décisions récentes en matière de responsabilité professionnelle et de l'impact de celle-ci dans nos pratiques respectives ainsi que dans l'application du Code de déontologie des avocats. Sans plus tarder, je vais vous présenter Maître René Kopp, qui est du cabinet juridique Jones Litigation Counsel, PC. Elle est diplômée du programme de Common Law en français de l'Université d'Ottawa. Elle a été appelée au barreau en 1999 et elle pratique depuis ce temps-là en pratique privée à Toronto dans les domaines du droit administratif et du contentieux civil. Maître Kopp représente régulièrement des professionnels de la santé qui font face à des poursuites civiles ou à des procédures disciplinaires pour manquement professionnel. Et elle agit aussi en tant qu'avocate indépendante ou procureur auprès de d'autres tribunaux administratifs. Sa pratique en litige touche surtout les domaines, plutôt étant la négligence professionnelle, les blessures corporelles, la responsabilité des commerçants et des hôtes sociaux. Et elle est très fière de pouvoir offrir ses services juridiques dans les 2 langues officielles. Alors, bonjour, Maître Kopp. Et maintenant, pour notre professeur Alain Roussy, qui est le vice-doyen du programme de Common Law en français et professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Le professeur Roussy a complété ses études universitaires du 1er cycle et de droit à l'Université d'Ottawa. Il a par la suite complété son stage de cléricature à la Cour suprême du Canada. Il a exercé le droit pendant 10 ans à Toronto et à Ottawa, avant de devenir professeur en 2013. Et depuis 2016, il est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne sur l'éthique juridique. Sa recherche et son enseignement s'effectuent principalement dans le domaine de la responsabilité professionnelle et de l'éthique juridique. Bonjour, professeur aussi. Alors, nous allons adresser un premier thème qui sera abordé par Maître Kopp ce matin, et il est celui de la responsabilité de l'avocat envers ses clients, les tribunaux et le public. Comme nous avons récemment vu aux États-Unis, la conduite irresponsable d'un seul avocat peut avoir l'effet d'ébranler la confiance qu'a le public envers la profession juridique et démontrer un manque flagrant de respect envers les tribunaux et l'administration de la justice. Maître Kopp tissera des liens entre la situation aux États-Unis
et nos obligations déontologiques en Ontario. Entre autres, elle discutera de quelques décisions récentes du barreau de l'Ontario illustrant des cas d'inconduite irresponsable. Alors, Maître Kopp. Merci. Merci, Louise. Je vais d'abord partager mon écran pour pouvoir... Voilà. Et voilà. Alors, ma présentation de ce matin traite du rôle de l'avocat envers son client dans le cadre de litiges frivoles ou abusifs. Même si on n'est pas tous des mordus de la politique américaine, il est impossible d'ignorer les innombrables poursuites et procédures judiciaires entamées devant les tribunaux américains par l'équipe d'avocats du président en raison de son refus d'accepter les résultats de l'élection présidentielle. On compte plus de 50 poursuites jusqu'à présent et chacune des contestations soulevées a été rejetée. Malgré tous ces revers, l'équipe d'avocats du président promet que les procédures judiciaires vont continuer jusqu'au moment de l'inauguration. Cette approche soulève une question importante de responsabilité professionnelle, celle du rôle de l'avocat envers son client dans le cadre de litiges frivoles ou abusifs. Avant, il est utile de revoir les règles du Code de déontologie qui s'appliquent aux deux décisions dont je vais traiter aujourd'hui. Elles sont parce qu'elles sont pertinentes également à ce qui se passe aujourd'hui, mais ont une très vaste portée. Donc, la première règle traite de l'intégrité de l'avocat. L'avocat, comme vous le savez, a le devoir d'exercer le droit et de s'acquitter de toutes ses responsabilités envers ses clients, les tribunaux, le public, les autres membres de la profession avec honneur et intégrité. Parmi les commentaires dans le Code de déontologie, on porte emphase sur le fait que l'intégrité est la qualité fondamentale de toute personne qui désire exercer la profession juridique. Par son manque d'intégrité, l'avocat ne peut être utile à son client et sa réputation sera détruite au sein de la profession. Et cela, on dit, peu importe son niveau de compétence. La conduite irresponsable de l'avocat peut aussi ébranler la confiance qu'a le public envers l'administration de la justice et la profession comme telle. Une autre règle du Code de déontologie qui va être pertinente au niveau des décisions aujourd'hui est la représentation en justice. Comme vous le savez, l'avocat représente son client ou sa cliente avec fermeté, avec dignité, dans le respect des lois en vigueur, mais tout en maintenant à l'égard du tribunal une attitude franche, droite, courtoise et respectueuse. Même en devant agir avec fermeté, l'avocat a le devoir, en fait, de soulever tous les points, de faire valoir tous les arguments, même s'ils sont déplaisants, s'ils sont favorables à la cause de son client. On a un devoir en tant qu'avocat d'utiliser des moyens droits et honorables, sans illégalité, et de faire nos arguments d'une manière compatible avec nos obligations de franchise, de droiture, de courtoisie et de respect à l'égard du tribunal. Il faut promouvoir le droit des parties à une audience équitable et qui va permettre que la justice soit faite. Les règles de procédure ou les commentaires prévoient également que lors d'une instance civile, l'avocat doit éviter de soulever des objections frivoles ou vexatoires ou tenter de tirer profit des tourderies ou d'oubli n'ayant aucune incidence sur le fond de l'affaire. Les tactiques purement dilatoires sont à éviter, surtout celles qui ont comme seul effet de harceler la partie adverse. Donc, la première décision dont je vais traiter ce matin est celle du barreau de l'Ontario contre Burdet. C'est une décision de 2020. Elle découle des actions d'un avocat envers deux anciens clients lors de litiges concernant ses honoraires. Les clients, dans chacune des situations, avaient porté plainte contre l'avocat auprès du barreau. Le premier client avait, donc les faits pertinents par rapport à la première plainte, client numéro 1, l'avocat avait reçu un jugement de 15 000 $ plus intérêt en cours des petites créances pour des honoraires impayés. Suite à des communications entre l'avocat et sa cliente, ils sont arrivés à un règlement. Et lors de la rencontre pour faire signer une quittance, l'avocat exige que la cliente signe
Une quittance qui comprenait, pour sa part, la cliente avait une quittance elle aussi, mais l'avocat voulait qu'elle en signe une autre, qui comprenait certaines dispositions spécifiques, dont le fait que la cliente s'engageait à retirer une plainte qu'elle avait déposée au barreau. Et la cliente devait également s'excuser des troubles que sa plainte avait causé à l'avocat ou pourrait encore lui causer dans l'avenir, et elle devait s'engager à coopérer avec l'avocat dans la défense et le règlement de la plainte au barreau. Donc, le barreau, dans ce processus disciplinaire-là, alléguait que la négociation du retrait de la plainte auprès du barreau manquait d'intégrité et constituait un manquement professionnel. En ce qui a trait au deuxième client, il s'agissait d'une liquidation où le compte du client avait été réduit. L'avocat n'a... donc, le client a eu gain de cause, en effet, où ses frais ont été réduits. L'avocat a refusé de payer. Il y avait des questions à savoir si l'ordonnance avait été faite contre l'avocat en son nom privé ou au niveau de sa société professionnelle. Mais le client, n'ayant pas été payé, se plaint au barreau. Et en réplique, l'avocat entame deux procédures judiciaires contre le client. La première procédure visait une réclamation de 25 000 $ alléguant que le client lui devait encore des honoraires. Et la deuxième procédure s'agissait d'une motion en révision de liquidation qui demandait que l'ordonnance émise par l'agent de liquidation soit rétractée. Facteur important, au niveau de la réclamation de 25 000 $, c'était plus que le montant que le tribunal avait octroyé au client d'abord. Donc, l'avocat cherchait à récupérer une somme plus importante que l'ordonnance avait visée. Et la deuxième, par rapport à la deuxième procédure, dans sa documentation, l'avocat avait laissé entendre que le client avait induit en erreur l'agent de liquidation et qu'il était aveuglé par un esprit de vengeance perverse. Le barreau alléguait que les actions de l'avocat manquaient encore une fois d'intégrité et étaient abusives. Elles constituaient des représailles pour la plainte du client B auprès du barreau. Donc, je vais d'abord traiter de la décision du tribunal par rapport à la première cliente. Le tribunal note que de proposer ou d'accepter le retrait d'une plainte auprès du barreau en échange d'une contrepartie représente un manquement professionnel. Le tribunal se base sur la décision Hoskinson qui prévoit que les transactions privées visant à éviter le contrôle du barreau sont inappropriées. Le tribunal fait également référence à la décision dans Thompson Family Trust. Et en réitérant le devoir déontologique d'honnêteté et d'intégrité des membres de la profession, dans cette cause-là, on indique qu'il y a atteinte à l'intérêt public et à l'ordre public lorsqu'une condition de la transaction impose de s'abstenir de déposer, de retirer ou de refuser de coopérer en ce qui concerne une plainte déposée contre un avocat. Donc, le tribunal est arrivé à la décision qu'en participant à la conclusion d'une entente privée qui avait l'effet, qui était destinée à éviter le contrôle du barreau, l'avocat a agi sans intégrité en violation de la règle 2.1 du Code de déontologie. Donc, dans cette situation-là, en tant qu'avocat, si on apprend qu'une plainte a été déposée, c'est un moment professionnel de notre part d'essayer d'arriver à une entente avec un client, un ancien client, pour essayer de les convaincre de retirer la plainte. Par rapport au deuxième client, le barreau alléguait que l'avocat avait fait un usage abusif du processus judiciaire et avait pris des mesures pour exercer des représailles contre le client en raison de la plainte déposée au barreau. Donc, le tribunal nous indique qu'il est inapproprié d'imposer une conséquence négative à un client ou un ancien client en raison d'une plainte. Dans ce cas-ci, ils ont trouvé que l'avocat avait agi sans intégrité et qu'il avait commis un manquement professionnel quand il a choisi d'entamer un nouveau litige parce que le client s'était plaint au barreau. L'avocat, dans ce cas-là, avait indiqué dans son avis de motion, en fait, que
que le fait que le client avait déposé une plainte au barreau ne lui laissait aucun autre choix que de déposer sa motion. Donc, il avait indiqué clairement qu'il avait l'intention, que c'était relié au fait qu'il avait déposé une plainte. Le tribunal avait beaucoup de commentaires à faire par rapport au comportement de l'avocat envers le client numéro 2. Il dit que tout au long des procédures, l'avocat a manqué d'intégrité dans la manière dont il a agi envers son ancien client. Il a pris des positions sans jugement, sans fondement juridique. Et le tribunal nous rappelle qu'un client doit être en mesure de se fier, que si la relation avec son avocat se brise ou qu'il y a un différend juridique entre eux, l'avocat va continuer à agir de manière équitable et honorable à son égard. L'avocat, dans ce cas-ci, avait soulevé une série de questions, de points par rapport à l'admissibilité en preuve de certains éléments de preuve. Donc, le tribunal dit, dans ce cas-ci, l'avocat n'a pas à renoncer à ses droits. Il peut avancer ses arguments, il peut se défendre, mais il ne doit pas essayer d'obtenir un avantage déloyal en faisant des allégations fallacieuses, en se perdant dans des détails techniques ou des pratiques retorses. L'avocat avait également tenté de se fier sur la décision Groya, soutenant qu'il ne pouvait pas subir de procédure disciplinaire pour incivilité en raison d'une opinion juridique erronée mais sincère. Et dans ce cas-ci, le tribunal a rejeté l'argument parce qu'il a dit que c'était des erreurs tellement grossières et c'était clair que l'avocat ne croyait même pas à ce qu'il présentait à son client ou aux tribunaux judiciaires. Donc, dans ce cas-ci, en regardant l'historique et toutes les actions de l'avocat, il a été trouvé que l'allégation sur laquelle l'avocat avait abusé du processus judiciaire avait été établie. Donc, je vais passer à la deuxième décision, Law Society of Ontario et Goodman. Donc, c'est une décision en anglais. Dans ce cas-là, il s'agissait d'un parajuriste. Monsieur Goodman avait représenté un client dans un dossier devant la Cour des petites créances. Afin de pouvoir procéder avec le procès, le parajuriste avait demandé au client de faire des paiements d'avance pour la préparation et la journée de procès qui est anticipée. Et juste avant le début du procès, M. Goodman exige un autre paiement que le client paye, mais un peu à reculons. Le dossier se règle après très peu de temps après le début du procès. Et le client, ce qui est important, c'est que le client était satisfait du résultat du règlement, mais il n'était pas satisfait il était frustré du délai parce que le dossier avait dû être reporté en raison du fait que son avocat n'était pas prêt pour le procès. Le client exige alors de l'avocat le retour d'une portion des honoraires qu'il avait payés d'avance, du parajuriste. M. Goodman refuse. Le client intente une poursuite en cour des petites créances et obtient jugement contre M. Goodman. Frustré par la décision de la Cour, M. Goodman entreprend alors sa propre action contre le client pour d'autres honoraires qui dit qu'ils n'avaient pas été facturés. Et il exige que la compensation qui devait lui revenir pour ces honoraires non facturés et non payés devait lui revenir, il voulait que cela éteigne les jugements qui étaient obtenus par le client. Il s'agissait, ce qui est important à savoir, c'est que dans ce dossier-là, il s'agissait d'une somme de moins de 3 000 $ en bout de ligne que le client avait obtenu de la Cour des petites créances. Donc, ce qui suit est un litige qui dure plus de 26 mois, qui comprend 23 comparutions en cours, plusieurs ordonnances de dépens contre M. Goodman. Et éventuellement, M. Goodman abandonne l'action et dépose une proposition de consommateur en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, le client ne touche aucun sou, n'est jamais remboursé. Le code de déontologie des parajuristes est très semblable au code de déontologie qui s'applique aux avocats en ce qui traite de la question d'intégrité. Donc, le parajuriste a le devoir de fournir des services juridiques et de s'acquitter de toutes ses responsabilités avec honneur et intégrité. Il a le devoir
de respecter les normes et la réputation de la profession et de favoriser la promotion de ses buts, organismes et institutions. Par rapport à la civilité, le parajuriste doit faire preuve de courtoisie, de civilité et de bonne foi dans tous ses rapports. Et dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les lignes directrices qui accompagnent le code précisent que se conduire avec intégrité signifie qu'on doit être honnête et qu'on se conduit selon les principes très élevés de la déontologie et de la moralité. Encore une fois, on dit que l'intégrité est la qualité fondamentale de toute personne qui veut fournir des services juridiques. S'il y a un manque d'intégrité, encore une fois, l'utilité du parajuriste pour son client et sa réputation au sein de la profession seront détruites, peu importe la compétence du parajuriste. L'obligation de faire preuve de civilité et de bonne foi s'applique aux clients, aux parties adverses. Enfin, ça s'applique à tout. Et cette obligation s'applique peu importe le lieu de représentation ou l'étape dans la procédure de l'affaire. Donc, ça s'applique également à des anciens clients, même si l'affaire est déjà complétée. Dans ce cas-ci, M. Goodman contestait les allégations du barreau et l'audience a duré 9 jours. Encore une fois, il s'agissait, comme vous savez, au point de départ, d'une somme de moins de 3 000 $ qui était en jeu, qui a mené à toutes les procédures. Le tribunal a déterminé que M. Goodman avait agi sans intégrité tout au long des 26 mois de litige. Et le tribunal dit que M. Goodman n'était tout simplement pas prêt à laisser le client gagner. Il ne voulait pas permettre à la Cour des petites créances d'examiner ses honoraires clients. Il n'était pas prêt à payer le jugement, mais il était toutefois prêt à ignorer toutes ses responsabilités professionnelles et prendre quelque mesure que ce soit afin d'empêcher le client de recevoir le remboursement de ses frais. M. Goodman avait soutenu que les procédures entamées étaient en conformité avec les règles de procédure de la Cour. Et dans ce cas-là, il disait, en fait, les motions, les requêtes que j'ai présentées, j'ai suivi les règles de procédure, donc pourquoi vous cherchez à me punir pour ça? Et le tribunal a conclu qu'il s'agissait d'une utilisation des règles de procédure à de mauvaises fins. La conformité aux règles ne change pas le fait que les mesures avaient pour but de causer des délais et de frustrer le processus. Donc, en présentant des motions et des requêtes qui étaient destinées à être rejetées, cela démontrait également que le membre avait fait défaut de considérer non seulement son devoir de responsabilité professionnelle qui exige qu'il facilite l'examen de son compte honoraire, mais aussi l'impact de ses agissements sur son client ainsi que sur l'administration de la justice. Un commentaire comme ça est particulièrement pertinent aujourd'hui quand on pose toujours des questions par rapport aux ressources disponibles des tribunaux. Et en prenant des mesures comme ça qui utilisaient des ressources très importantes, l'impact des agissements de l'avocat était de vaste portée ou d'un parajuriste dans ce cas-ci. Le tribunal a conclu alors que le comportement de M. Goodman démontrait un manque de respect pour le système judiciaire et non seulement pour la profession. Dans les deux décisions que j'ai présentées, il y a certains points à retenir. Il est facile dans nos pratiques de tous les jours de se laisser emporter quand on se sent frustré, quand on est mécontent suite à un résultat. Il est facile d'oublier nos responsabilités professionnelles en tant qu'avocat. Nos clients n'ont pas les mêmes responsabilités, mais nous, comme professionnels, on a un devoir de toujours mettre nos responsabilités professionnelles en premier. Puis dans ce cas-là, il est important de prendre un pas de recul quand on se sent frustré comme ça avant d'entreprendre nos prochaines démarches. Les décisions nous rappellent que l'intégrité est la qualité fondamentale de la profession juridique, que le devoir s'applique tant aux anciens clients qu'au tribunal et qu'un manque d'intégrité va ébranler la confiance du public envers l'administration de la justice et également envers la profession au complet. Donc, en se comportant sans intégrité, le juriste risque sa réputation au sein de la profession,
soit terni, peu importe son niveau de compétence. Et pour conclure, je vous laisse avec une pensée. Et s'il s'agissait de commentaires à votre égard, au début, on faisait un lien avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors, j'ai tiré des médias quelques commentaires qui apparaissaient au sujet des avocats au service du président américain. Et je vous laisse songer ça. Les commentaires sont en anglais, bien sûr. Et ce qu'on disait de l'avocat du président actuel, c'est he's become a punchliner, cartoon character. Donc, on se moque de lui. His credibility is dissolving. Donc, s'il avait une crédibilité avant, maintenant, on ne lui fait plus confiance. Mais on dit surtout par rapport à ses compétences comme avocat, his arguments are dead on arrival. L'impact de prendre des mesures telles qui sont prises en ce moment aux États-Unis ou des mesures frivoles devant le tribunal ont des conséquences importantes. Une fois perdue, notre réputation et notre intégrité en tant que professionnels sont extrêmement difficiles à rebâtir. Donc, songez-y bien avant d'entreprendre des démarches qui pourraient aller à l'encontre de vos obligations professionnelles par rapport à l'intégrité. Et voilà, donc cela conclut ma présentation pour ce matin. Merci. Merci, Maître Kopp. Et juste pour vous dire que les deux décisions, l'affaire Burdet et Goodman, ce sont des décisions en 2020. Effectivement, les deux tribunaux, les deux formations entendaient les causes plus ou moins en concert. C'est intéressant que c'était deux dossiers comme ça. Alors, nous invitons maintenant le professeur aussi de nous parler d'une décision récente de la Cour divisionnaire de l'Ontario qui traite du principe du privilège avocat-client dans le contexte de communication criminelle pour des fins criminelles et de se pencher sur l'impact de celle-ci, s'il y a, notamment dans des instances civiles ou autre chose. De plus, le professeur aussi nous rendra compte des modifications au code type de déontologie professionnelle proposées par la Fédération des ordres professionnels des juristes du Canada. Professeur aussi? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je viens juste de partager mon écran, vous voyez bien ça? OK, super. Alors, bonjour encore, puis ça fait plaisir de voir plusieurs noms et plusieurs visages là, que je reconnais. Puis un petit merci en partant là, à Louise, Alexandra et Nathalie d'avoir organisé la session d'aujourd'hui. On lui a donné le titre que vous avez vu quand vous vous êtes inscrit. On aurait peut-être pu l'appeler aussi là, « Ah mince, il me manque 1 heure de responsabilité professionnelle, puis le 31 décembre arrive rapidement. » Alors, si vous êtes dans ce bateau-là, c'est correct, on vous aime quand même. Vous êtes bienvenus de participer aujourd'hui. Donc, comme Louise vient tout juste de vous le dire, les deux sujets dont j'ai en communication là, avec les organisatrices que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est la question des communications criminelles ou pour fins criminelles. Je vais surtout parler de ça, là, ça va être 95% de mes 20 minutes. Puis, je vais juste vous mentionner très brièvement à la fin, là, juste vous mettre un peu au courant là, de modifications à venir au code type, là, au cas où vous n'étiez pas au courant, puis au cas où ça pourrait avoir un impact sur vos pratiques. Mais je vais, comme j'ai dit, passer la majeure partie de mon temps sur le premier thème, qui est la question des communications criminelles ou pour fins criminelles. Puis comme a dit Louis, je vais vous parler dans 2 instants d'une décision toute récente de la Cour divisionnaire de l'Ontario, une décision qui est sortie cet été, en 2020. Puis malheureusement, je ne peux pas vous annoncer que c'est une décision qui vient clarifier grandement le droit, mais je pense que c'est une décision quand même qui est importante à en prendre connaissance, justement parce que c'est un domaine du droit qui a une certaine ambiguïté, et puis cette décision-là vient s'inscrire justement dans cette ambiguïté-là. Fait qu'avant d'arriver à la décision comme telle, on va prendre un petit recul, puis on va se rappeler de quoi est-ce qu'on parle ici là, quand on parle de communication criminelle ou pour fin criminelle. Comme vous le savez, évidemment, le privilège avocat-client, c'est un des privilèges les plus forts en droit, là, qui jouit d'une plus grande protection en droit.
Mais évidemment, il y a des exceptions à ce privilège-là. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer très bien, que je vais fermer dans 30 secondes, là, mais j'ouvre une petite parenthèse juste pour vous rappeler du fait qu'il existe une différence entre confidentialité, qui est une obligation déontologique, et privilège, qui est une obligation plus substantive, mais qui nous vient d'abord et avant tout du domaine du droit de la preuve. Donc, pour les fins d'aujourd'hui, on va en parler comme si c'était la même chose parce que pour la plupart des exceptions, y compris communication criminelle et pour fin criminelle, on peut les mettre dans le même seau, dans le même bateau. Mais juste un petit rappel qu'il existe une distinction à faire entre la question de la confidentialité et la question du privilège. Cela étant dit, il existe bien sûr, bien que ce soit un privilège très fort, reconnu en droit, il existe certaines exceptions, y compris, par exemple, l'exception de la sécurité publique. Donc, par exemple, lorsque mon client m'a dit qu'il menace la vie ou la sécurité physique d'une tierce ou psychologique d'une tierce partie. Une autre exception que vous connaissez peut-être, c'est l'innocence de l'accusé. Lorsque je suis accusé d'un certain crime et que certaines communications privilégiées pourraient avoir un impact dans le sens aider dans ma défense de cette accusation-là. Il y a certaines exceptions législatives au privilège avocat-client et bien sûr, celle dont on parle aujourd'hui, la question des communications criminelles ou pour fin criminelle, puis ce n'est pas une liste exhaustive, là, il y a d'autres exceptions, bien sûr. Donc, la cause clé au Canada qui nous explique, qui a vraiment d'abord et avant tout clarifié ou qui a, disons, clarifié que cette exception-là existe en droit canadien, c'est la cause de 1982 de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Descoteaux contre Mierzyński. Donc, vous vous en souvenez peut-être pas des fins détails de cette cause-là. Je vais vous en faire un bref résumé. Dans cette affaire-là, on a un homme qui se présente à un bureau d'avocat, une clinique d'aide juridique, pour réclamer bien sûr, services juridiques. Dans le cadre de sa visite à cette clinique, il remplit un formulaire dans lequel on met son nom, il met son nom, son adresse, etc., et des détails par rapport à sa situation financière. Il, cependant, ment sur ce formulaire-là, donc il indique qu'il fait tant d'argent alors qu'il fait tant d'argent. Donc, il commet une fraude en remplissant ce formulaire-là. Pour des raisons qui nous importent peu aujourd'hui, il y a une enquête policière. Cet homme-là fait sujet à une enquête policière. La police cogne à la porte de la clinique juridique pour obtenir, entre autres, ce document-là. Dans le cadre, c'est ça, de cette enquête. Donc, la question qui se pose, c'est à savoir, est-ce que la police peut avoir accès à ce document-là ou est-ce que ce document-là, qui constitue une première étape pour cet homme-là d'obtenir des conseils juridiques d'un avocat, est-ce que ce document-là est privilégié? Et puis, la Cour suprême, cette question-là se présente devant la Cour suprême du Canada. Puis si vous n'avez pas reconnu votre bon ami ici, c'est bien sûr John Henry Wigmore, Johnny Wigmore pour les intimes. Donc, John Wigmore nous donne la définition classique de ce que c'est une communication privilégiée avocat-client en disant ceci. Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique en sa qualité de conseiller juridique, voulues confidentielles par le client et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique, font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique sous réserve de la rénonciation à cette protection. Donc, c'est la définition classique de privilège avocat-client qu'on retrouve dans à peu près toutes les décisions qui parlent de privilège avocat-client et qui nous vient de notre ami John Henry Wigmore. Donc, la Cour suprême du Canada adopte ou répète cette définition-là et conclut que dans ce cas-ci, même s'il n'y avait pas encore une relation traditionnelle avocat-client,
parce que finalement, la relation se résumait au fait que le bonhomme a rempli ce formulaire, avait soumis ça à la clinique, mais il n'y avait pas eu encore d'acceptation, il n'y avait pas eu encore de formation là, formelle de relation avocat-client. La Cour suprême du Canada conclut que cette communication-là fait quand même partie des communications entre avocats-clients, même si la relation n'avait pas tout à fait commencé encore. Donc, c'est un rappel, évidemment, dans cette décision-là, qu'en tant qu'avocat, nous avons des obligations de loyauté envers notre client, même s'il n'est pas encore formellement client, même pour les fins du code de déontologie. Donc, en matière de confidentialité, comme ici, et en matière de conflit d'intérêts. Donc, c'est donc une bonne nouvelle pour notre ami parce qu'il dit « Youpi, le formulaire que j'ai rempli, il est privilégié et donc, prima facie, il jouit de cette protection. La police n'a pas le droit d'avoir une copie de ce formulaire-là. » Cependant, vous remarquez peut-être que mon bonhomme ici a un sourire qui n'est pas tout à fait franc, mais qui était un petit peu hésitant. C'est justement parce que dans son analyse, la Cour suprême du Canada passe à l'étape 2 pour dire « OK, mon ami, oui, la communication est prima facie privilégiée. Cependant, malheureusement pour toi, tu as clairement menti dans le cadre de ce document-là. Tu as commis une fraude qui est un acte criminel. » Et donc, notre ami, le juge Antonio Lamer, nous dit « Ne jouiront pas du privilège de confidentialité les communications qui sont en elles-mêmes criminelles ou qui sont faites en vue d'obtenir un avis juridique devant faciliter la perpétration d'un crime. » Donc, c'est l'exception qu'on appelle, pour simplifier cette phrase que j'ai de la misère à prononcer, c'est l'exception qu'on appelle communication criminelle ou pour fin criminelle. Puis dans le cas qui nous occupe ici de Decoteau contre Mierczynski, c'était la communication qui était elle-même criminelle, dans le sens que le fait de remplir le formulaire et de commettre une fraude sur ce formulaire-là et de remettre le formulaire, c'était en fait l'actus reus du crime. Et donc, c'était une communication qui était en soi criminelle. Donc, je souligne ici l'aspect, il y a deux aspects, la communication qui est elle-même criminelle ou qui est pour des fins criminelles. Puis c'est cet aspect-là sur lequel je vais revenir tantôt, à savoir est-ce qu'on parle vraiment uniquement de choses qui sont criminelles ou est-ce que ça peut être quelque chose de plus large que ça? Avant donc d'arriver à la décision dont je vais vous parler, je vais juste mentionner en passant une décision, puis là je remercie Louise là, qui m'a envoyé cette décision-là. C'est une décision toute récente, relativement récente, 2019, du barreau. Puis là je n'ai pas fait des recherches pour vérifier ce qu'elle me dit, mais Louise me dit que c'est la seule décision du barreau qui traite de cette exception-là, donc communication criminelle ou pour fin criminelle. Je l'appelle ici dans mon PowerPoint une application classique cependant, dans le sens qu'il s'agissait ici bel et bien de communication criminelle ou pour fin criminelle, dans le sens code criminel de la chose. Parce que ce qui est arrivé très brièvement dans cette affaire-là, on a un client qui s'est servi de l'avocat pour commettre une fraude, donc clairement un crime. On a l'avocat qui ne savait pas, mais qui aurait dû savoir que ce que lui demandait de faire le client était bel et bien un crime, que le client est en train de commettre un crime là, par l'entremise de son avocat. L'avocat, on a conclu qu'il a fait preuve d'un manquement professionnel, mais ce qui est important pour nos fins tout de suite, c'est que les communications, donc, entre l'avocat et le client, on a conclu que ces communications-là n'étaient donc pas privilégiées. Donc, j'appelle ça une application classique, dans le sens qu'ici, on parle bel et bien de communications là, qui sont pour des fins criminelles. Donc, si vous voulez une décision du barreau récente là, qui parle un peu de ça, quoiqu'il n'y a pas une analyse très étoffée, ça serait la décision, le Law Society contre Atkinson, qui est toute récente. Mais j'arrive finalement à la décision
dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est celle de Industrial Alliance Securities contre Kunison, qui est une décision qui est sortie là, au mois de juin cette année en 2020. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans cette affaire-là? On a un litige entre l'Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, donc c'est mon IAVM ici, là, et une dame du nom de Kunison qui a fait du travail pour l'Industrielle Alliance dans le sens qu'elle était employée contractuelle là, qui avait une entente avec l'Industrielle Alliance. Donc, il y a, en bout de ligne, la relation tombe à l'eau, Industrielle Alliance intente une poursuite contre Mme Kunison, Mme Kunison intente elle aussi une poursuite contre Industrielle Alliance. Bon. Dans les faits, qu'est-ce qui a mené à ce litige entre cette compagnie et entre cette dame? Il y a eu d'autres choses qui se sont passées au préalable. Puis là, j'introduis un autre acteur dans ma petite pièce de théâtre ici, un dénommé M. Franch ou M. French, qui avait fait certaines déclarations, lui, à l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Donc, c'est l'entité de réglementation dans ce domaine-là là, pour les courtiers en valeurs mobilières. Donc, on l'appelle communément en anglais IROC et on l'appelle communément en français IROC parce que le OCRV, ça fait un petit peu plus mal à la gorge quand on essaie de le prononcer. Donc, c'est cet organisme de réglementation. Donc, M. French, dans le contexte d'une enquête je vais l'appeler l'organisme pour les fins aujourd'hui, dans le contexte d'une enquête de la part de l'organisme, avait fait une certaine déclaration par rapport à la relation entre Mme Kunison et l'Industrielle Alliance. Il a par la suite modifié sa déclaration. Et ce qui est important ici, c'est que cette déclaration modifiée, donc il avait, en d'autres mots, il avait dit X initialement, puis ensuite il dit, bien, les faits sont pas les plus simples, donc je vais juste dire qu'il a dit X initialement. Il a changé d'idée par la suite pour dire Y. Et en disant Y, il y avait un avocat qui était impliqué dans cette décision-là, puis dans la rédaction de cette nouvelle déclaration et dans l'envoi de cette déclaration-là auprès de l'organisme. Donc, il y avait eu l'implication d'un avocat. Suite à ça, et dans le cadre du litige entre Kunison et l'Industrielle Alliance, M. French, là, nous dit une troisième chose. Il dit, ben, en fait, ma déclaration modifiée, c'est un mensonge. Et Mme Kunison, elle, dans le cadre de son litige avec l'Industrielle Alliance, aimerait donc avoir accès aux communications qui ont eu lieu entre toutes ces belles personnes-là. En d'autres mots, l'Industrielle Alliance, son avocat, ben, l'avocat de l'Industrielle Alliance externe et M. French, qui était à ce moment-là employé de l'Industrielle Alliance, mais qui est par la suite devenu, n'était plus un employé par la suite. Donc, vous voyez, si vous êtes dans les souliers de Mme Kunison, vous avez un litige avec l'Industrielle Alliance. Vous savez, il y a un M. French maintenant qui dit qu'il y a des menteries qui ont été dites à l'organisme de réglementation qui était en train d'enquêter toutes ces belles personnes-là. Et donc, elle voudrait avoir accès à ces communications-là entre avocats et clients. Donc, la question qui s'est donc posée, puis là, c'est arrivé par voie de motion en première instance, et puis la décision à laquelle je fais référence ici, c'est la décision de la Cour divisionnaire là, qui est sortie cet été. La première question, c'est donc à savoir, est-ce que l'exception qu'on appelle communication criminelle ou pour fin criminelle, est-ce qu'elle s'applique uniquement dans le contexte criminel ou est-ce qu'elle peut s'appliquer dans un contexte plus large pour englober des questions civiles, y compris des délits, etc. La Cour divisionnaire, dans sa décision, puis là, si c'est un sujet qui vous intéresse ou vous passionne ou qui a une pertinence pour vous dans votre pratique, vous irez évidemment lire la décision. Elle n'est pas si longue que ça. Cela étant dit, je vais vous dire tout de suite en passant que ce n'est pas une décision non plus qu'on va nécessairement vouloir imprimer puis mettre sur le mur parce que, à mon avis, elle manque
un peu de clarté, malheureusement, mais elle est quand même utile dans le sens que la Cour divisionnaire se pose explicitement cette question, à savoir, est-ce que cette exception-là, criminelle ou pour fin criminelle, a une portée plus large? Et elle fait un petit recensement là, de la jurisprudence dans ce domaine-là, qui indique dans certains cas que, en fait, on l'appelle criminel ou pour fin criminelle, mais ça pourrait s'appliquer à des situations où il n'y a pas eu de crime, où il y a simplement eu une tentative où le client a voulu faire quelque chose d'illégal. Donc, pas nécessairement criminel, mais illégal. Et on nous rapporte aussi d'autres décisions où est-ce qu'on a fermé la porte à cette idée-là, où on a précisé que quand on parle de communication criminelle ou pour fin criminelle, c'est vraiment un crime. Donc, il y a cette jurisprudence partagée qui nous est rapportée là, par la Cour divisionnaire. Puis ce qui est un petit peu dommage, c'est que la Cour divisionnaire nous rapporte ça, puis dit, il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non, mais malheureusement ne tranche pas vraiment la question, mais continue avec l'analyse un peu comme si on pouvait effectivement ouvrir la porte. Donc, mais ne dit pas explicitement que c'est le cas. Donc, je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est une opportunité manquée, mais en tout cas. Donc, elle continue l'analyse en se posant la question, donc en ouvrant la porte, en se posant la question, est-ce que la communication était illégale ou pour fin illégale? Donc, vous voyez, on vient de changer le langage. Ce n'est pas juste criminel ou pour fin criminel, mais c'est illégal ou pour fin illégale. Puis, ce qu'elle conclut ici, c'est que le mensonge qui a été dit de la part de M. French à l'organisme de réglementation, la IROC, là, il n'y a pas de preuves ou il n'y a pas suffisamment de preuves. Puis encore là, c'est pour ça que je vous dis la décision aurait dû, à mon sens, être plus claire. On traite un peu de ces questions-là en 1 ou 2 paragraphes, mais on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves ici que ce mensonge auprès de la commission était illégal. Ce n'est pas clair que c'était comme que ça brimait une loi quelconque spécifique. Donc, ce n'est pas clair que c'était illégal et ce n'est pas clair non plus que c'était pour une fin illégale. Puis là, on s'est dit, mais quelle aurait pu être la fin illégale? Pourquoi est-ce que M. French, qui nous dit maintenant qu'il a menti, quel était le but de ce mensonge-là au moment où il a été communiqué à l'organisme de réglementation, une sorte de déclaration inexacte. Ça fait que là, on regarde un peu certains facteurs. Quelle aurait été l'intention de M. French à ce moment-là? Est-ce que Mme Kunessen a subi un préjudice? Quel est le lien entre ce mensonge et le litige qui nous occupe, etc. La Cour divisionnaire conclut qu'il n'y a pas lieu ici d'appliquer l'exception. Et puis, on nous dit dans une phrase à la fin, puis c'est ce que je vais vous rapporter ici aussi, c'est que donc je vais commencer en fait avec mon dernier point ici, plus l'illégalité est sérieuse, plus il va y avoir de chances qu'une cour va se sentir à l'aise de dire « OK, on va ouvrir la porte et puis on va accepter que l'exception pourrait s'appliquer dans ce cas-ci. » Mais je pense qu'il est important de retenir pour vos fins peut-être pratiques là, par rapport à l'application du privilège avocat-client et en particulier l'application de cette exception de communication criminelle ou pour fin criminelle, c'est que la Cour reconnaît qu'il y a jurisprudence partagée, fait que inévitablement, ça va prendre à un moment donné une décision de la Cour d'appel ou idéalement de la Cour suprême du Canada pour vraiment trancher la question. Mais c'est un autre exemple où il y a une Cour qui a quand même ouvert la porte, qui est quand même passé à travers l'analyse, à savoir si l'exception devait s'appliquer ou non dans un contexte non criminel. Donc, où est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que la communication est illégale ou pour fin illégale? C'est pour ça que je souligne illégal dans le sens que ce n'est pas juste criminel. Donc, c'est important de réaliser que la jurisprudence est partagée, mais il y a des cours qui sont prêtes à s'embarquer dans cette analyse-là.
Puis je pense que ce qui n'a pas fonctionné dans Coniston, mais ce qui pourrait fonctionner potentiellement dans d'autres dossiers, c'est de bien identifier l'illégalité qui est en jeu, de bien démontrer que c'est illégal et de bien démontrer l'aspect intentionnel de la part du client. Donc, c'est pas juste, on ne parle pas ici d'un client qui se pose des questions ou d'un client qui fait quelque chose d'illégal sans vraiment le vouloir, mais ça va prendre parce que, encore une fois, revenons au point de départ, le fait que le privilège est très fort, le fait que le privilège est très protégé par le droit canadien. Et donc, ça prend une illégalité qui est claire et qui est sérieuse et une intention de la part du client de commettre un geste qu'on pourrait qualifier d'illégal. Donc c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit au tout début. Ce qui est un peu malheureux, c'est que je ne suis pas en train de vous présenter une cause où l'état du droit a été à 100% clarifié. Là. Au contraire, comme j'ai dit au début, je pense que ça s'inscrit dans cette ambiguïté qui existe autour de cette exception-là. Mais je pense que c'est quand même important d'en prendre connaissance là, dans la mesure où, dans vos dossiers, vous jouez avec cette question de privilège avocat-client puis d'exception qui pourrait s'appliquer. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur cette question-là. Puis là, je vais juste prendre 2 minutes pour vous parler très, très brièvement de modifications à venir au code type. Puis là, je parle du code type de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, donc ce qu'on appelle en anglais le Model Code. Puis pourquoi est-ce que c'est important à mon avis, en tout cas, de toujours garder un œil au moins sur ce qui s'en vient au niveau du code type? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que le code type qui a été adopté pour la première fois par la Fédération il y a quelques années déjà est fortement influent maintenant à l'échelle nationale. Et donc, ça ne veut pas dire qu'une modification adoptée au code type va nécessairement se retrouver dans les codes de déontologie des différentes provinces. Après tout, les barreaux ont le dernier mot là-dessus. Les barreaux ne sont pas esclaves là, de la Fédération, mais les barreaux travaillent en coopération avec la Fédération pour comme vous savez, là, rédiger ce code type, le revoir de façon continuelle et les modifications qui sont adoptées au niveau du code type ont tendance à se retrouver dans les codes des différentes provinces. Donc, il y a eu une consultation qui a été entamée au début 2020, là, si je ne me trompe pas, c'était janvier-février, pendant une période d'à peu près 6 mois, où est-ce que la Fédération a émis un document, a publicisé un document de consultation sur 2 questions en particulier. La première, c'était la règle 6.3, discrimination et harcèlement. Donc, au moment où on se parle, la règle de la Fédération puis la règle ontarienne est déjà pas tout à fait la même. Mais la règle de la Fédération est particulièrement succincte. Là, on parle de, l'avocat ne peut pas harceler, l'avocat ne peut pas discriminer, l'avocat ne peut pas commettre d'harcèlement sexuel, etc. Mais c'est super bref et c'est super succinct. Donc, ce qu'on prévoit ici, c'est une règle beaucoup plus détaillée qui va avoir beaucoup plus de détails par rapport à la discrimination, l'harcèlement sexuel, l'intimidation, la question des représailles. Donc, si c'est une question qui vous intéresse, la période de consultation est déjà terminée. Là, si je ne me trompe pas, c'était à la fin septembre, là, je pense que ça s'est terminé. Et aux dernières nouvelles, la Fédération n'avait pas encore tout à fait adopté le langage final là, du nouveau code type. Mais prenez note, là, si c'est un domaine qui est pertinent pour vous, là, prenez note que la définition qui s'en vient est beaucoup plus détaillée qu'elle l'était auparavant. Donc, ça, c'est la première. Et puis, rapidement, la deuxième, c'est une nouvelle règle qui sont prévues qu'on va appeler 5.2-1A puis 5.2-1B par rapport aux communications ex parte. Donc, on va parler, puis encore là, c'est des règles qui sont assez longues, là, puis des nouvelles règles. On va parler d'obligations de franchise, en particulier dans des procédures ex parte. On va parler du fait qu'un avocat ne peut se servir de ces procédures-là que lorsque c'est vraiment justifié. Puis une autre, la dernière partie, communication avec le tribunal,
qui va être pertinente pour les communications, pour les procédures ex parte, mais qui va aussi englober certaines obligations plus générales de l'obligation de l'avocat par rapport à ses communications avec le tribunal dans un contexte plus large que juste des communications ex parte. Fait qu'encore là, c'est tout simplement des règles qui s'en viennent. Les modifications aux dernières nouvelles, comme j'ai dit, n'ont pas encore été adoptées par la Fédération, là, mais ça s'en vient sous peu. Puis on peut s'attendre probablement qu'en Ontario, ça va donner lieu à des modifications à notre code de déontologie. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, professeur Roussy. On a quelques minutes. Je ne sais pas si on a eu des questions. Nathalie, moi, je n'en vois pas dans mon chat. Non, j'avais envoyé un petit message pour ceux qui avaient des questions à l'envoyer dans le chat, mais je n'ai rien reçu jusqu'à date. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser si vous avez voix. Parler, mais moi, j'ai une question pour professeur aussi, juste au sujet de le langage adopté par la Cour divisionnaire. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé de langage à illégal et en tout cas, ils ont changé de langage? Est-ce que ça a été expliqué, ça? Bien, comme j'ai dit, la Cour divisionnaire a reconnu qu'il y avait jurisprudence partagée là-dessus. En d'autres mots, la Cour divisionnaire n'était pas la première cour à ouvrir la porte à une définition plus large de cette exception-là. Donc, il existe de la jurisprudence, puis là, je ne parle pas de jurisprudence de partout à travers le monde dans les 300 dernières années, mais la jurisprudence même ontarienne dans les 10-15 dernières années, qui est partagée sur cette question-là, puis dans certains cas, qui a ouvert la porte à une définition plus large, mais dans certains cas, a fermé la porte à cette définition plus large. Donc, la Cour divisionnaire n'était pas la première à adopter une définition plus large. OK, merci. Puis si je ne me trompe pas, dans l'affaire Atkinson du barreau, je ne pense pas qu'ils ont, comme tu as indiqué, ce n'était pas étoffé. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment fait une analyse de cette distinction. Bien, dans l'affaire Atkinson, ils n'ont pas eu cette question-là devant eux, parce que dans l'affaire Atkinson, c'était clairement des crimes qui avaient été commis. Et donc, il n'y avait pas à se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir la porte à quelque chose, à d'autres illégalités à part des crimes. Donc, la question ne s'était pas posée dans l'affaire Atkinson. Okay. Bon, alors on vous a donné l'occasion, mais ne voyant aucune question, on va vous dire au revoir. J'ai juste un petit mot de clôture, mais j'aimerais bien remercier professeur Roussy et maître Kopp pour avoir dévoué tellement de temps à cette session. C'était très enrichissant, alors merci. Et puis, en tant qu'employé du barreau, j'ai une obligation, pas vraiment une obligation, mais je profite vraiment de vous rappeler des ressources existantes au barreau de l'Ontario pour vous appuyer dans vos pratiques respectives, en particulier durant ces temps difficiles dans l'ère de la COVID-19. Vous pouvez toujours aller sur le site web du barreau sous la page « Avocat ou parajuriste » et sous les ressources et soutien à la pratique, vous aurez des informations sur les ressources comme le réseau d'encadrement ou de la pratique ou le programme d'aide aux membres. Alors, je vous encourage de faire ça. Vous allez aussi recevoir un sondage d'évaluation à la suite de cette formation et s'il vous plaît, prenez 2 minutes à la remplir parce que ça nous aide énormément au barreau, mon comité et le personnel de la GEFO dans nos réflexions là, de nos formations futures. La formation a aussi été enregistrée, alors on va vous envoyer un lien pour la visionner sous peu. Et moi, je vous profite, et toute l'équipe de la GEFO, on profite de cette occasion pour vous souhaiter joyeuses fêtes, de vous remercier de votre appui en participant à toutes nos sessions de formation et nous espérons vous profiter de cette période pour vous reposer. Alors, merci, au revoir.